parce que c'est un événement qui me semble clé puisqu'il nous permet de réunir de nombreux acteurs. C'est un vrai bonheur de vous entendre depuis ce matin très tôt célébrer l'attractivité. Les États de la France sont toujours un moment privilégié pour échanger sur les grandes tendances de la société. Et si vous avez des amis qui ne sont pas encore en France, dites-leur que c'est le moment de venir. L'attractivité de la France suppose que la France soit capable de donner des réponses positives sans drame. En mettant en place le fonds de solidarité, tous ces choix aujourd'hui, tout le monde dit « Ah mais c'était bien normal, monsieur le maire. Tout le monde aurait fait la même chose à votre place. » J'en suis pas certain. La nation la plus attractive en Europe, notamment pour les investissements étrangers, depuis 3 ans. C'est notre grand rendez-vous des entreprises étrangères qui ont fait le choix de s'implanter, de travailler en France. Et la première condition de l'économie, c'est la confiance. Bonjour à toutes et à tous. On va débuter cette conférence. Donc tous ceux qui veulent y assister, on va vous demander de vous installer. Il y a de la place encore sur les côtés. Je vais présenter Je vais présenter la table ronde et déjà me présenter le temps que tout le monde arrive. Moi, je suis donc Emmanuel Lutey. Je suis le directeur de la rédaction de l'Usine Nouvelle. Très heureux d'être ici ce matin pour cette table ronde intitulée Transitions énergétiques et compétitivité industrielle, un sujet évidemment clé. Pour en parler ce matin, on est avec Laurent Queny, qui est le directeur de l'énergie à la Direction Générale de l'Énergie et du Climat. On est également avec Yara Chaktoura, qui est la présidente France de Siemens Énergie. On est avec Olivier Perret, qui est le président France de SLB, et avec Laurent Demortier, qui est le président de Nidec Énergie Monde. Un grand merci déjà à vous quatre d'être avec nous ce matin ici depuis le CESE. On va commencer avec vous, si vous le voulez bien, Laurent Queny. Imaginez le monde de demain. Quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit, c'est imaginer une économie décarbonée et donc imaginer une économie compétitive. Mais comment on trace la route pour y arriver quand on sait que notre économie est quand même encore aujourd'hui carbonée à 58%? Alors merci pour l'invitation. Tout d'abord, oui, effectivement, la transition énergétique, c'est un impératif écologique, mais c'est aussi un impératif économique. Pour s'en convaincre, moi j'aime bien les images simples, j'en donne toujours une. Le record de température en France, c'est 46 degrés en 2019 dans l'Hérault. Une France à 4 degrés, c'est plus de 50 degrés en record de température dans à peu près les 3 quarts de la France. Il va falloir se réfugier en Bretagne pour ne pas avoir ces records, mais globalement, une grosse partie de la France va être exposée à ces records. Au-delà de 50 degrés, un être vivant a du mal à se refroidir et donc on va devoir créer de la climatisation, créer des endroits protégés. Bon, cette image, c'est pas pour Gardez affoler. bien le micro collé à votre bouche pour qu'on vous entende bien. Ce sera un conseil pour vous toutes et tous. Cette image, c'est pas pour affoler, c'est juste la réalité qui est déjà à l'œuvre. Donc face à cela, l'économie par rapport à une France qui se réchauffe, ça va être évidemment un bouleversement, mais aussi un bouleversement de valeur sociétale. La production d'énergie décarbonée, la valeur sociétale, quand on aura vraiment atteint des températures élevées, si on n'arrive pas à les ralentir, ce sera évidemment une valeur sociétale décuplée et donc naturellement une propension à acheter cette énergie plus importante. Mais au-delà de ça, il suffit de lire les rapports. Celui de Jean Pisani-Ferry et Salma Mahfouz, il est beaucoup plus rentable d'investir dans la transition plutôt que de subir l'adaptation au changement climatique qui va coûter extrêmement cher. Donc c'est rentable d'investir et par ailleurs, ça veut dire que l'économie va être en mouvement. L'économie qui bouge, c'est un formidable boulevard d'opportunités. Alors c'est une économie qui va être décarbonée, donc il y a tous les investissements dans la décarbonation qui vont apporter de l'emploi, des opportunités, je crois que les autres intervenants le démontreront. C'est également de la compétitivité mais défocalisée. Par exemple, un foyer qui sera extrêmement bien isolé, il consommera moins d'énergie. Alors même si l'énergie coûte un peu plus cher, en fait, il y aura de la compétitivité dans ce modèle-là. Mais ça, c'est le modèle de demain. Le problème, c'est et justement, quels sont les leviers rapides pour y arriver? Parce que là, vous tracez le monde de demain. Exactement. La compétitivité, ça s'apprécie au jour le jour. Pour avoir une industrie décarbonée en 2050, il faut déjà avoir une industrie tout court dans 2 ans, dans 3 ans. Et je crois que la réalité d'aujourd'hui, c'est ça. C'est non seulement de croire dans ce projet de décarbonation, cette feuille de route qu'on est en train de tracer, beaucoup basée sur l'électricité, mais pas seulement, mais également de prendre conscience de l'état de notre industrie, l'état de nos entreprises aujourd'hui, et de travailler avec elles sur la compétitivité d'aujourd'hui, les prix de l'énergie aujourd'hui,
dans cette perspective d'investissement et de transition. Donc à la fois d'investir dès aujourd'hui pour préparer demain, mais aussi prévoir des investissements de transition, essayer de les accompagner pour faire face à l'enjeu réglementaire, parce qu'il y a évidemment une réglementation qui avance très vite pour les entreprises. Il faut les accompagner pour y faire face, mais également travailler avec elles pour adapter la réglementation au plus proche de ce qui pourrait être fait au niveau des investissements. Alors on va justement entrer dans le détail de ce que font les industriels. Je passe à vous, Yara Chaktoura. Peut-être d'un mot nous dire vraiment ce que fait Siemens Energy en France, parce qu'il y en a encore qui pensent que vous appartenez au grand giron de Siemens, donc c'est toujours important de bien préciser ce que fait Siemens Energy en France. Merci Emmanuel. Donc en quelques mots, oui. Siemens Energy est en effet pas le groupe Siemens, puisque nous sommes sortis du groupe en 2020. Petit spin-off de 30 milliards d'euros et 100 000 personnes, dans lequel finalement nous avons conservé l'entièreté des activités liées à la souveraineté énergétique. On est présent à la fois sur la production, la transmission d'électricité et la décarbonation. En production, on accompagne des pays à travers le monde pour passer du charbon au gaz. Donc on fait des turbines à gaz, turbines à vapeur. On fait également de l'éolien à terre, en mer. Et en transmission, tout ce qui est nécessaire pour le raccordement en moyenne et haute tension, à terre, en mer également. Et puis sur la décarbonation, on accompagne aujourd'hui des clients industriels qui sont oil and gas, chimie, pétrochimie, vers nos clients historiques, vers la décarbonation à travers l'électrification ou les molécules d'hydrogène, puisqu'on fabrique aussi des électrolyseurs. Donc vous êtes un acteur de poids. Quels sont, selon vous, les principaux atouts de la France lui permettant de réussir sa réindustrialisation, même si on voit qu'elle est un petit peu bancale en ce moment, et réussir sa transition énergétique? Alors les atouts de la France, en tout cas, qui font aussi pour que nous sommes là. On est présent dans 90 pays dans le monde et très grand en France, avec 2000 personnes à peu près. D'une part, ça va être les compétences. On va avoir, par exemple, on a un centre de compétences dans l'Est de la France pour la maintenance des centrales nucléaires. On a un centre de compétences à Grenoble sur la transmission. Donc on va avoir vraiment des compétences clés en ingénierie, mais on a aussi une usine de fabrication de pales au Havre pour l'éolien en mer. Et là, on a vraiment aussi un bassin industriel-portuaire avec des infrastructures qui sont très adaptées aux activités industrielles et notamment pour la transition énergétique. Donc c'est un des premiers points, les compétences et les infrastructures. Deuxième point, il y a certains outils et mécanismes de soutien qui sont mis en place par le gouvernement. À titre d'exemple, le crédit impôt recherche ou le crédit d'impôt industrie verte, le C3IV, qui permettent vraiment d'attirer les investisseurs et les industriels comme nous en France pour se développer. Et puis enfin, alors jusqu'à récemment, on avait aussi un sujet de vision politique et réglementaire qui était là pour nous accompagner, qui en ce moment en effet chavire un peu dans un contexte géopolitique un peu troublé avec l'Asie d'une part et les États-Unis d'autre part qui eux accélèrent énormément sur ces sujets-là, mais une vision long terme qui vise une neutralité carbone en 2050 avec des outils et voilà qui sont assez clairs, notamment 45 gigawatts d'éolien en mer en 2050, une base nucléaire renouvelée à nouveau sur la France avec 6 voire 14 nouveaux réacteurs. Donc cette vision, elle est importante, la vision politique, et on attend en effet aussi qu'elle se renouvelle en ce moment pour accompagner les différents outils. Oui, elle risque de fortement se renouveler là d'ici une dizaine de jours, ce qui est effectivement un des problèmes. Olivier Perret, j'en viens à vous. Je rappelle que vous êtes donc le patron en France d'SLB. Là aussi peut-être d'un mot, parce que quand on dit l'ex-Schlumberger, tout le monde sait à peu près ce que vous faites du coup dans la vie, mais nous repréciser ce que fait bien SLB en France. SLB, donc start-up française, qui va fêter son centenaire quand même dans 2 ans. SLB, c'est le nouveau nom de Schlumberger. Vous nous connaissez tous comme leader mondial des services à l'énergie et surtout des services pétroliers, encore beaucoup aujourd'hui. Et en France, donc c'est un groupe qui fait à peu près dans le monde un peu plus de 100 000 personnes, 30 et quelques milliards de chiffre d'affaires. En France, on est 2500, essentiellement focalisé sur la techno et la fabrication, et aussi on est un centre de décision un peu au centre du monde, entre l'Est et l'Ouest, pour la gouvernance de certains de nos business. Alors justement, et c'est intéressant de vous avoir dans cette table ronde pour cela, parce que parmi les innovations sur lesquelles vous êtes allés, vous investissez massivement dans la production d'hydrogène vert en France. Qu'est-ce qui vous a poussé à miser sur cette technologie ? Alors effectivement, le groupe est en train de se diversifier vers les nouvelles énergies.
On va parler d'hydrogène, mais je voulais juste dire qu'il y a 5 ans, on n'était pas dans l'hydrogène, on l'est aujourd'hui. On n'était pas dans la géoénergie ou la géothermie de surface, on l'est aujourd'hui pour décarboner les bâtiments comme ceux-là. Là. Il y a du boulot là. Chauffage et climatisation, ça marche. On n'était pas dans l'éolien, on l'est aujourd'hui. Et on n'était pas dans l'IA, et on l'est aujourd'hui en France. Donc oui, on mise sur la France. Et peut-être 3, et on a déjà parlé, 3 critères évidents. 1, je mettrai d'abord la techno. On a des pépites de recherche amont en technologie en France, et c'est pour ça qu'on a créé une joint venture. La première fois qu'on s'investit dans l'hydrogène, on le fait en France, et on le fait dans une joint venture qui s'appelle Genvia, qui est basée dans le sud de la France, à Béziers, et on le fait avec le CEA. Donc pour nous, tout nouveau, cette association publique-privée d'ampleur, CEA, je vous rappelle, qui est numéro 1 mondial aujourd'hui pour le dépôt de brevets dans l'hydrogène. Donc on a des champions en France de technologie, et on est là aussi pour ça. Des compétences, il y en a parlé, des compétences chez nous déjà, parce que on se lance pas dans une nouvelle activité sans avoir une base déjà en propre quelque part. Donc on a des centres de technologie et de fabrication très performants en France, mais il y a aussi toutes les compétences qu'on trouve à l'extérieur dans l'écosystème. On est ici en région parisienne, première concentration européenne pour la R&D, les dépôts de brevets et autres. Donc on est dans un écosystème très fertile. Puis le troisième élément, et ça a été mentionné déjà, c'est quand même un accueil institutionnel ou un accueil politique très fort depuis quelques années, pro-business, et en particulier pour l'hydrogène, avec le plan hydrogène, 7 milliards d'euros, où l'État et les régions, on parlera peut-être des régions tout à l'heure, ça me tient beaucoup à cœur, s'investissent beaucoup pour créer un peu ce collectif public-privé. Est-ce que votre patron monte là depuis quelques jours et il vous dit on va peut-être mettre le pied sur le frein, on va attendre de voir comment ça se passe? Il se trouve qu'on est en train d'investir comme on n'a jamais investi dans l'éolien en ce moment. Poursuivez. Et j'ai vu, il y a certains qui parlent de bulle hydrogène, juste pour là-dessus, quelques chiffres. Aujourd'hui, production d'hydrogène dans le monde, 100 millions de tonnes. 100 millions de tonnes d'hydrogène, 1 tonne d'hydrogène, c'est 10 tonnes de CO2 aujourd'hui. Ok ? Donc 100 millions, vous faites petit calcul, 1 gigatonne de CO2. Donc il y a absolument une urgence à décarboner cet hydrogène. Déjà consommé aujourd'hui, sans rien inventer, sans faire de nouveaux cas d'usage. Ce que vous voulez dire, c'est urgence. Ceux qui disent que la bulle explose et que l'hydrogène, ce sera peut-être pas la technologie. Ça de demain. va venir. Après, maintenant, la vitesse. Il reste un sujet, c'est le coût de l'hydrogène vert, qui est encore beaucoup trop élevé par rapport au coût de l'hydrogène gris. Et c'est pour ça qu'on y travaille, c'est pour ça qu'on y a investi massivement. Et évidemment, c'est la techno et les capacités de fabrication qui vont faire la différence. Eh bien parfait, je passe à Laurent Demortier tout au bout de cette table ronde. Même question que pour les autres, parce que c'est important qu'on sache ce que les uns et les autres font bien en France. Qu'est-ce que pèse Nidec en France? Alors, Nidec, on est un fabricant d'équipements électriques. On a 100 000 collaborateurs dans le monde, 222 usines réparties un peu sur toutes les régions. En France, on a 14 sites industriels, plus de 3500 collaborateurs et un chiffre d'affaires au-dessus de 1 milliard actuellement. Mais surtout, ce qui est important, c'est que depuis les 7 dernières années, nous avons investi un peu plus de 500 millions d'euros sur nos sites industriels français. Est-ce que la décarbonation des chaînes de valeur peut être un facteur, malgré le contexte actuel, de réindustrialisation pour la France et l'Europe, d'après vous, Laurent Demortier? Oui, alors Mettez bien le micro, voilà. En tant que fournisseur d'équipements dans la chaîne de décarbonation, c'est une opportunité de business hyper intéressante et je pense qui est très importante. La question après, c'est de dire, pour répondre à ce marché, il va falloir développer des nouveaux produits, il va falloir monter des capacités industrielles en Europe,
Et la question, c'est il va falloir que ces développements soient compétitifs. C'est-à-dire qu'il va falloir que les entreprises qui vont investir et qui vont développer ces solutions de demain rencontrent un environnement compétitif. Et aujourd'hui, la concurrence dans ce travail de la décarbonation, il a déjà commencé ailleurs. Il est très important en Asie. On a des concurrents chinois présents. Je vais pas rediscuter de ce qui se passe actuellement sur la voiture électrique, mais il y a des analyses super intéressantes. Mais c'est simplement qu'il y a une concurrence forte. Et nous, on part un peu en retard en Europe. Il faudra simplement qu'on soit très vigilant à avoir un environnement, encore une fois, qui va permettre à ces entreprises d'être plus compétitifs que les Asiatiques ou les Américains. Mais quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit il faut choisir son combat, investir dans les secteurs où la Chine, s'il y en a, n'a pas encore trop d'avance. Quels sont, d'après vous, justement, Laurent Demortier, les secteurs dans lesquels on devrait aller ? Alors je dirais que dans la chaîne décarbonée, dans la chaîne électrique, les Chinois sont absolument présents dans tous les secteurs. Donc je ne peux pas vous en donner un. On peut prendre l'exemple de la batterie, on peut prendre l'exemple de la voiture électrique, on peut prendre l'exemple d'autres décarbonations. Donc pour moi, il n'y a pas de secteur non induit. On a une technologie, on a des technologies de pointe en R&D qui ont été faites, alors dans le domaine électrique, notamment, on parlait du CEA tout à l'heure, mais nous aussi, on travaille en étroite collaboration avec le CEA sur des technologies, notamment dans le domaine des batteries, du pilotage des batteries. Mais c'est pas ça qui va faire une industrie performante. Il y a des idées, il va falloir simplement pouvoir financer ces développements. Puis il va falloir s'assurer également qu'on ait toute la chaîne, la supply chain, end-to-end, pour réaliser ces produits en Europe, encore une fois, à un niveau plus compétitif que ce que peuvent faire les Asiatiques. Alors, aujourd'hui, Laurent Cuenil, on le voit bien, la transition énergétique, elle a beau être en marche avec les acteurs qui sont aujourd'hui autour de nous, elle est confrontée au mur des coûts. On vient de le voir rien que cette semaine avec Arcelor, qui a confirmé qu'il retardait ses investissements, notamment dans l'acier vert pour se décarboner. C'était quand même un projet à 1,7 milliard qui est du coup pour le moment à l'arrêt, notamment à cause des doutes sur le marché, les coûts, la technologie, mais également la réglementation européenne. Est-ce que pour que véritablement on puisse avancer et que ce soit compétitif, est-ce qu'on a besoin d'éclaircissements sur le cadre réglementaire et les subventions à disposition ? Et en ce moment, c'est quand même le grand flou, que ce soit en Europe ou en France. Donc, comme je disais, on a les moyens d'imaginer une économie décarbonée en France ultra compétitive. Effectivement, demain, ça c'est le monde de demain. Le monde d'aujourd'hui, on le connaît, un monde d'incertitude, un monde très incertain en termes de compétitivité internationale, et puis je ne parle même pas des changements politiques ici et là. Dans ce contexte-là, nous, notre travail, c'est essayer de réduire les incertitudes. Donc la réglementation d'abord. Vous l'avez dit, l'hydrogène, on peut imaginer de nouveaux usages de l'hydrogène, on est prêt à le faire et d'ailleurs on le fait, mais vous prenez les chiffres au niveau mondial, en France, c'est vrai 400 000 tonnes qu'il faut décarboner. Donc si on veut imaginer conserver en France, si on croit en une industrie, si on croit en l'industrie en France, il faut se pencher sur ces problèmes-là extrêmement concrets. Bon, aujourd'hui, on a toutes les technos qu'il faut en France. On a de quoi investir. La question, c'est est-ce que c'est compétitif ? Est-ce que l'investissement peut se déclencher aujourd'hui ? On sent bien que demain, si ces industries sont décarbonées, elles seront ultra compétitives dans un monde décarboné où la valeur de la décarbonation sera décuplée. Comment est-ce qu'on part aujourd'hui d'un monde économique où cette valeur-là n'est pas encore là, la tonne de CO2 n'est pas encore très élevée en termes de prix et autres? Comment est-ce qu'on trace un chemin? Eh bien, c'est de la réglementation. On se bat en ce moment à Bruxelles pour faire aboutir l'acte délégué bas carbone, par exemple, qui va nous permettre d'utiliser nos ressources d'énergie décarbonée en France de manière compétitive pour produire de l'hydrogène et ensuite, effectivement, corriger les défauts de marché quand l'investissement n'est pas là, enfin quand la rentabilité de l'investissement n'est pas suffisante, eh bien de déclencher des aides d'État pour pouvoir accélérer, déclencher la machine industrielle qui petit à petit va être de plus en plus rentable, compétitive, s'optimiser de façon à ce qu'on accélère. On voit bien que le point d'arrivée il est clair, on voit bien les difficultés qu'on a aujourd'hui. Notre travail, par tout ce travail de planification en termes d'objectifs, de trajectoires, d'objectifs politiques, mais qui sont très concrets ensuite avec le soutien de l'État, eh bien c'est tous ces éléments-là qui vont permettre à l'investissement de se faire. Ensuite, il faut bien sûr aussi travailler pour aller chercher l'investissement là où il est. Justement, en parlant d'investissement, Yara Chaktoura, qu'en est-il de la mobilisation des capitaux privés
et publics pour pouvoir justement financer cette transition. Est-ce que selon vous, tout cela est à la hauteur des enjeux ? Le rapport de Mario Draghi a quand même mentionné qu'il faudrait 800 milliards d'euros par an pour financer la transition énergétique au niveau européen. Alors, je vais le répéter, 800 milliards d'euros par an. Aujourd'hui, à la COP29, les pays développés ont négocié avec les pays en voie de développement et les territoires iliens 300 milliards sur plusieurs années pour les aider à accompagner le changement climatique. Voilà, je vous donne un peu, ça a été difficile la négociation et on est en train de parler de 800 milliards par an en Europe. Donc c'est massif, les investissements qui vont être nécessaires. Aujourd'hui, les entreprises, je pense, contribuent à investir des capitaux privés de manière massive dans l'industrie de la décarbonation ou se décarboner. Et pour ce qui nous concerne, pour investir dans les technologies qui vont permettre à nos industriels et à nos énergéticiens de se décarboner. Donc on est en train d'augmenter d'un tiers nos capacités sur les réseaux, on est en train d'augmenter nos capacités sur l'éolien en mer, partout en Europe également, pour être au rendez-vous des besoins et s'assurer qu'on ait une industrie européenne forte. Sur les capitaux publics, l'État fait une partie de son travail, mais on a aussi besoin d'investisseurs, pas uniquement publics, des banquiers, des financiers. Et aujourd'hui, ces financiers-là ont eu l'habitude de financer des nouvelles technologies, maintenant ils en ont l'habitude, et il va falloir aussi les amener à financer les nouvelles filières, comme l'hydrogène justement, où pour l'instant... Est-ce que vous pensez que justement les capitaux privés n'ont pas un peu perdu le risque de ces gigantesques défis ? Je pense par exemple au nucléaire, il va falloir là aussi réinventer un nouveau mode de financement. Est-ce que vous sentez que ces interlocuteurs sont prêts à prendre leurs risques, entre guillemets ? Il va falloir redéfinir la répartition des risques. Et bon, sur le nucléaire en particulier, l'État a son rôle à jouer et l'opérateur public. Sur les nouvelles filières comme l'hydrogène, il est clair qu'à une époque, des industriels comme nous pourrions porter beaucoup plus de risques que ce qu'on est prêt à faire aujourd'hui pour le développement de nouvelles filières. Donc il va falloir accompagner, notamment probablement avec des mécanismes au niveau européen, au niveau de la banque hydrogène par exemple, comment certains risques sont couverts, notamment sur les garanties de performance associées aux nouvelles technologies. Olivier Perret, j'en viens à vous. Vous l'avez dit d'un mot tout à l'heure autour des régions, du rôle des régions, parce qu'au niveau de l'énergie, on est souvent très centralisé, que ce soit au niveau européen ou même au niveau de l'État français. Mais vous me disiez, quand on a préparé cette table ronde, il faut que la transition écologique, elle soit vraiment au plus proche du terrain pour qu'elle puisse fonctionner. Oui, je crois que s'il y a un mot qui symbolise ça très bien, c'est glocal. Moi, j'aime bien ce mot-là, glocal. C'est global et local en même temps. Global parce que, comme on le disait tous, on n'arrivera pas, il faut des économies d'échelle. Donc si on travaille seulement dans son petit coin, on n'y arrivera pas. Et si on travaille tout seul, impossible. Donc il faut avoir des perspectives de marché en plus, qui sont très larges pour pouvoir amortir des investissements massifs. Mais local parce que rien ne se passe s'il n'y a pas un engagement local. Évidemment, les projets, ils sont tous locaux. Évidemment, nos usines, elles sont toutes dans des territoires. Mais derrière, ce partage de risques dont parlait Yara est critique. C'est-à-dire, comment on se lance dans un truc aussi fou que lancer l'hydrogène et autres, alors que ça coûte 10 fois plus cher que le reste, etc. On le fait parce qu'on est capable de se dire, tiens, toi, tu prends un peu du risque, et moi, je le fais aussi. Moi, en tant qu'industriel, je vais investir, comme on le fait nous-mêmes massivement à Béziers, dans notre usine, pour se donner des capacités d'automatisation pour rivaliser avec les prix chinois. On fait moins cher des pièces à Béziers aujourd'hui qu'on faisait avant, qu'on sous-traitait avant en Chine et en Malaisie. On peut y arriver quand même. Donc, on peut y arriver. Mais on y arrive parce qu'autour, il y a tout l'écosystème. On a créé un truc qui s'appelle, avec la région Occitanie, qui s'appelle Eden, qui est notre écosystème durable pour les énergies naturelles. Et l'Eden, c'est le fait de dire, tiens, toi, service public, tu vas prendre le risque du foncier. Moi, je suis pas capable, en tant qu'industriel. L'autre, de l'infrastructure et des accès. L'éducation nationale, de la formation des jeunes, je suis pas capable. On va avoir besoin, on espère bien, 500 à 2000 personnes pour notre gigafactory. Il faut les préparer aujourd'hui. Parce que quand on se réveillera, on appuiera sur le bouton, nous industriels, on dit tiens, on les veut demain. Ben non, ça prend des années.
Et donc ce partage de risque-là, il est absolument essentiel. Il se fait à l'échelon local et national. Ça marche plutôt bien. Okay, on sait faire. Donc moi je suis très optimiste là-dessus. Ce modèle sociétalo-industriel à la française ou à l'européenne, je pense que c'est une grande différenciation et il faut le développer. Et justement, qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous pour protéger nos industries vertes et assurer le succès de cette transition en Europe, Olivier? Protéger, j'aime pas trop le mot. Protéger, ça veut dire qu'on est malade ou on est... on n'est pas en super forme. On est une espèce en voie de disparition. Non, il faut aider. La clé, et je crois que ça a été dit aussi, ce qui se passe aujourd'hui, regardez sur l'hydrogène. Il y a eu une très forte aide de l'État dont on a bénéficié pour l'amont, c'est-à-dire construire la techno qui va nous différencier sur le marché international, et on va le faire. Mais derrière, après, il faut un consommateur. Il faut des off-takers, en bon français. Or là, on voit qu'une grande différence par rapport à la Chine et les États-Unis, c'est qu'il y a un marché là-bas de commande publique locale qui permet à toute cette chaîne sur laquelle on a investi en amont aussi d'avoir des sorties marché. Et ça, je dirais, s'il y a une chose qu'il faut l'État, l'Europe, sur laquelle se penche, c'est s'assurer que toute cette chaîne de valeur, elle est entièrement continue. Justement, votre avis là-dessus, Laurent Domortier, comment est considérée la stratégie française et européenne de réindustrialisation verte par les investisseurs étrangers? Et un peu la même question, est-ce que c'est à la hauteur des enjeux d'après vous? Alors, je donnais juste un exemple pour présenter un peu la position de comment est vu en fait l'investissement par un siège, notre siège étant au Japon à Kyoto à partir de Kyoto. Donc on a décidé au lancement de cette stratégie de décarbonation d'investir massivement en Europe sur les moteurs de traction électrique de véhicules. C'est un marché regardez, donc nous avons investi massivement. Notre choix s'est porté sur la France. Bien sûr, comme on est en France, on a un produit absolument exceptionnel, une super efficacité électrique, un poids très bas, enfin bref, le produit qui va tuer absolument tout le monde. Après, on l'a produit. Alors, on parle de production énorme. C'est-à-dire, on parle de millions de produits par an, faire des chaînes. Alors, pour le produire de façon efficace, il faut une usine qui fasse tourner vite, il faut des outils modernes, puis il faut aussi un peu de supply chain. Alors nous, quand on fait des moteurs, on a besoin d'acier, c'est très simple, on a besoin d'acier, un acier un peu particulier, un acier magnétique, un peu comme Yara utilise dans certains de ses équipements. Et aujourd'hui, on s'est aperçu qu'il était absolument impossible pour un fabricant européen d'accéder à de l'acier magnétique à un coût compétitif par rapport aux concurrents mondiaux. Alors, quand je dis un coût compétitif, on est en train de parler de ratio de 50-100%. Je ne suis pas en train de parler de 5 ou 6% là. Et pourquoi? Parce que l'industrie européenne de l'acier, on a parlé d'Arcelor tout à l'heure, donc Arcelor en particulier, n'ont pas investi dans les capacités pour répondre aux besoins de la chaîne industrielle. Donc, vu de notre côté, nous ce qu'on regarde c'est le retour sur investissement et on se dit à mettre ces technologies en Europe, en fait on aurait mieux fait de faire cet investissement en Chine, d'ailleurs parce que nous avons des grosses usines en Chine qui font des moteurs électriques de voitures, et puis ensuite les Européens consommeront nos produits chinois quand même. Mais là ça veut dire quoi de ce que vous dites? Vous dites que vous pourriez abandonner de fabriquer en France? Non, on ne va pas abandonner, mais il faut absolument que l'Europe se coordonne pour qu'on ait une vraie politique de développer un environnement compétitif. Et la compétition, c'est... Est-ce que la compétition, ça passe par exemple sur des droits de douane extrêmement élevés sur l'acier magnétique en provenance de Chine pour laisser le temps à Arcelor d'investir? Alors il y a déjà un protectionnisme sur l'importation d'acier en Europe, qui est assez rigolo. Mais bon, je suis un peu comme mon voisin. Moi, j'aime pas trop le protectionnisme. Non, je pense que la solution, c'est de s'assurer qu'on ait
on a assuré on a bien compris les industries qu'on veut développer en Europe, qu'on a sécurisé les supply chains, qu'on a un coût de l'énergie qui est compétitif avec ce qui se trouve dans d'autres pays. Enfin, aujourd'hui, on paye l'énergie 3 fois. Je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais aujourd'hui, l'énergie en Europe, c'est 2 fois plus cher qu'aux États-Unis. C'est même 3 fois, 3 fois et 2 fois plus cher qu'en Asie. Ça ne va pas changer demain matin. Comment du coup, vous pensez qu'on a les clés pour rester dans la compétition ou c'est... Non, on a les clés. Les choses progressent lentement, mais de façon très décoordonnée. Donc il faut continuer à pousser pour bien définir ces industries, avoir une stratégie industrielle claire. Les problèmes de l'industrie industrielle, enfin le rapport Draghi est assez clair sur le retard, mais ça veut dire qu'il va falloir mettre un plan de bataille solide. Et je pense qu'il y a assez de maturité, je dirais, aujourd'hui pour construire ce plan, mais il est à construire et il faut faire vite. Oui, c'est ça. Il faut faire vite et il faut faire d'autant plus vite qu'on n'avait pas assez d'incertitudes. Donc avec l'élection de Donald Trump, on s'en est rajouté un poil en plus dans cette compétition mondiale. Laurent Koenig, est-ce que pour vous, cette incertitude, notamment après l'élection de Donald Trump, sur ce que va faire les États-Unis, on a une petite idée, une dérégulation massive et sûrement un poil moins de normes qu'en Europe sur la transition énergétique. Est-ce que ça complique encore la donne ? Alors oui, évidemment, mais juste 2 remarques sur ce point. Le premier, c'est le monde carboné et le monde décarboné, c'est 2 mondes qui s'opposent totalement sur le plan économique. On a un monde qui est essentiellement basé sur des coûts variables, sur des produits qui sont importés, soumis à des marchés internationaux extrêmement volatiles. Le monde décarboné, c'est des capex, énormément de capex à coût fixe, pas facilement délocalisables. Donc c'est extrêmement vertueux de passer de l'un à l'autre. Le problème, c'est que les 2 mondes s'affrontent aujourd'hui. Et c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui avec justement Donald Trump qui peut faire ce qu'il veut. Il peut faire monter le prix du gaz ou le faire baisser. Il peut faire monter le prix du gaz en réduisant la production de GNL aux États-Unis. Il peut le baisser en faisant la paix avec les Russes. Donc ça, c'est des facteurs qui sont totalement externes à l'Europe. On peut rien, il va falloir qu'on s'adapte. Dans ce contexte-là, il faut qu'on continue à être ferme sur nos bases. L'Europe, c'est un projet de paix à l'origine. C'est un projet de paix par l'économie. Et donc l'économie, si on est convaincu qu'elle sera décarbonée, ça doit être le projet européen. Il faut qu'on stabilise cette trajectoire, qu'on soit ferme malgré les tempêtes. Il va y en avoir quelques-unes à traverser. Et donc effectivement, c'est un gros projet d'investissement. Le rapport Draghi le dit, il faut beaucoup d'argent. Juste les grands chiffres, il y a 6 000 milliards d'épargne en France. Alors, elle n'est pas toute mobilisable, mais voilà, la production, la trajectoire au cœur de la planification de la PPE, c'est 100 milliards pour la distribution, 100 milliards pour les réseaux RTE, on va dire une 60aine de milliards en coût overnight, donc beaucoup plus en coût de financement sur le nucléaire, et à peu près des sommes équivalentes dans l'éolien en mer pour atteindre 18 gigawatts en 2035. C'est des sommes énormes, mais le financement en Europe, il y en a encore. Ce qui manque, c'est effectivement une réglementation stable, claire, une lisibilité sur cette réglementation. On s'y emploie, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et c'est quand même débloquer l'investissement. L'investissement public, mais vous connaissez les finances de l'État, il faut qu'on optimise cette dépense publique pour avoir un levier d'investissement privé. L'exemple industriel, voilà, on a 2 grandes aventures industrielles qui sont le nucléaire et l'éolien. Il y a 2 aventures d'innovation, d'évolution. Il y a un projet nucléaire qu'il faut qu'on stabilise en termes de dérisking. Donc les industriels, ça c'est la mission des industriels, il faut qu'ils soient capables de délivrer en temps et en heure. On va les aider, mais il faut qu'ensuite ce projet industriel puisse voler sans subvention publique. Et de la même façon, voilà, il y a le flottant, qui est une technologie sur laquelle on fait un grand pari en France. C'est une merveilleuse aventure technologique. Nous, on fait notre part en essayant de dégager le financement public. Bien sûr, c'est ensuite aux industriels d'embrayer pour être à l'heure du rendez-vous, pour livrer les projets à temps et dans le coût attendu, évidemment. Justement, la transition est parfaite pour arriver à vous, Yara Chaktoura, avec cette idée de l'éolien flottant qui est un des très très gros marchés aujourd'hui de Siemens. Alors, j'ai bien compris que le mot protégé ne plaisait à personne autour de cette table, mais est-ce que malgré tout, vous avez le sentiment d'avoir un besoin de, je veux quand même utiliser le mot de protection pour pouvoir justement prendre votre risque, pour reprendre le terme que vous utilisiez tout à l'heure? Siemens Energy. Écoutez, alors l'éolien flottant ou posé, pour nous, ce serait la même technologie. Nous fournissons des éoliennes qui vont autant sur un flotteur que sur une fondation posée. Ensuite, la question de la certitude des projets est plutôt celle qui nous intéresse. Donc, en effet, il y a un pari sur le flottant industriel, et ce sera justement plutôt SLB notamment de contribuer à le relever.
En fait, on se retrouve selon les différentes filières des technologies face à, en effet, une concurrence asiatique et maintenant un marché américain relativement fermé qui fait que il faut protéger ce qu'on a. On a perdu le solaire PV il y a des années. Alors peut-être il y a des initiatives pour essayer d'en remettre en Europe. On verra si ça aboutit. Pas hyper concluant pour le moment. Bah, on verra, mais voilà. Je sais que l'État y travaille. Et puis en ce qui nous concerne, l'éolien, notamment l'éolien en mer, on a des industriels européens qui ont leur base de production ici. On est un des leaders dans le monde. Le marché principal de l'éolien en mer est en Europe. Comment faire pour accompagner, aider, ou en tout cas, l'objectif n'est pas vraiment de protéger, mais d'avoir les mêmes conditions de fonctionnement. Donc un marché, ce qu'on appelle level playing field. Et ça, on a besoin de jouer avec les mêmes règles. On a besoin d'avoir une défense commerciale, plus que se protéger finalement, soyons offensifs, ayant une défense commerciale au niveau européen qui permette d'imposer les mêmes règles du jeu à tout le monde. Et donc on se retrouve en effet avec des concurrents asiatiques qui sont à nos portes sur l'éolien terrestre et en mer, et comment s'assurer qu'ils jouent avec les mêmes règles du jeu qui nous sont sous lesquelles on opère, de telle façon à ce qu'ils ne peuvent pas donner des conditions commerciales qui permettent à des clients de payer dans 4, 5, 6 ans, ce qui est impossible à faire pour un opérateur européen classique. Comment on fait pour s'assurer qu'il y a certains équipements en effet d'intérêts nationaux qui sont bien produits et restent produits en Europe. Donc ça va être le cas sur l'éolien, ça va être le cas aussi sur l'hydrogène. Aujourd'hui, sur l'hydrogène, on attend avec impatience la stratégie hydrogène du gouvernement, mais c'est notamment... pour quand ? Ça arrive. Ça veut dire quoi, ça arrive ? C'est en cours de discussion. Donc. Oui, mais bon, à plusieurs semaines, à plusieurs mois. C'est vrai qu'on ait un gouvernement en même temps pour faire ça, mais bon. Et surtout l'appel d'offres hydrogène, puisque... Mais pareil sur l'éolien, on attendait des appels d'offres. Exactement. Donc on a besoin de volume, on a besoin de certitude sur les calendriers, et sur l'hydrogène, on attend jusqu'à 1 gigawatt, mais coupé en petites tranches était initialement le projet du précédent gouvernement. On attend le projet de celui-ci. On a énormément insisté qu'en fait il fallait lancer le gigawatt. Aujourd'hui, nous industriels, nous attendons une volumétrie qui soit à la hauteur de l'ambition européenne et pas 150 mégawatts ou 200 mégawatts par tranche de 200 mégawatts. Il faut lancer des choses avant que nos concurrents asiatiques, pour nous permettre de réduire les coûts, parce qu'il faut qu'on réduise la courbe d'expérience, qu'on puisse industrialiser à grande échelle, réduire les coûts et empêcher en effet les concurrents asiatiques de pouvoir venir et prendre tout le marché comme sur le solaire PV. Olivier Perret, je vous voyais acquiescer là aux propos de Yara. C'est ce dont vous avez besoin, qu'on soit aussi ambitieux dans l'objectif final, soit en puissance électrique ou autre, de façon à se dire, bah oui, le marché il est intéressant et le risque que je prends aujourd'hui, je vais pouvoir le rentabiliser, puisque je rappelle le thème de notre table ronde, transition écologique et économie compétitive. Donc pour être compétitif, faut avoir des débouchés. Oui, je crois qu'on l'a tous dit, je ne vais pas répéter ce qui a été dit là-dessus, mais ça suffit pas. Enfin, il faut une commande, et le poids des pouvoirs publics est critique là-dedans. On attend tous effectivement les résultats de tous les appels d'offres sur l'éolien, en particulier l'éolien flottant. Parce que pourquoi l'intérêt de l'éolien flottant, on s'excite là-dessus un peu, nous les premiers, parce que c'est nouveau. Quand c'est nouveau, il n'y a pas de supply chain encore. Elle n'est pas établie. Quand elle n'est pas établie, si on est malin un peu entre nous, et ce qui a été dit qui est très important, c'est toute une chaîne. Et on est aussi bon que chaque maillon. Autrement dit, on peut être très très fort. Nous, on est très très fiers, on est très très fort de faire des pièces qui coûtent pas cher du tout, etc. Mais si le copain d'à côté, il n'a pas suffisamment d'acier spécial pour faire son morceau à lui, on a tout perdu. C'est-à-dire ma compétitivité à moi, elle est entièrement liée à sa compétitivité et son existence. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous voulez dire qu'il faut aussi travailler plus en écosystème et en équipe ? Et le rôle de l'État, le rôle des pouvoirs publics, tout en restant concurrent mais parfois, pas seulement de dire, parce qu'on va, évidemment, nous on aime bien mettre un peu d'argent sur la table, on est toujours content d'en récupérer un petit peu. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet principal, c'est est-ce qu'on est capable de créer cette chaîne d'un bout à l'autre, qui est compétitive d'un bout à l'autre, avec des éléments. D'ailleurs, on n'a pas forcément besoin qu'ils soient tous européens, ces éléments. Ils peuvent venir d'ailleurs. Mais ensemble, il y a quand même une dominante qui va être une dominante européenne et sur lesquelles on va être chacun et chacune compétitifs dans nos domaines. Et cet aspect du collectif comme ça, comment on se donne les moyens, même d'avoir un tour de table, sur quel forum on discute.
Ici. Et ici, on le discute ici. Merci des États, merci les États de la France. Et on le fait un peu entre nous et on va le faire de façon encore plus organisée. À mon avis, c'est le rôle clé, en particulier des pouvoirs publics, d'organiser ces chaînes-là. Ce que soulève Olivier Perret, Laurent Demortier, je trouve que ça montre un autre écueil de l'Europe, c'est de ne pas avoir planifié, anticipé, je ne sais pas comment on peut dire, la sécurisation des matières premières indispensables à cette transition énergétique, parce que même le lithium, d'ici à ce qu'on soit à peu près souverain, il va falloir qu'Imerys sorte un paquet de projets. On en est très très loin. C'est un de nos problèmes, Laurent Demortier ? Oui, enfin, je ne vais pas répéter ce qui a été dit non plus, mais je pense que c'est une vraie réflexion. Il y a des composants absolument fondamentaux qui constituent tous les produits qui vont soutenir la décarbonation. On peut parler des semi-conducteurs, notamment de nouveaux semi-conducteurs de puissance maintenant, puisque nous, dans l'électrique, donc maintenant, on dirige directement des hautes puissances à travers ces composants. On va être dépendant de l'Asie. Enfin, aujourd'hui, on est dépendant de l'Asie. Oui, on est dépendant et puis on sera sûrement dépendant des États-Unis. On peut parler, nous, dans les moteurs, j'utilise de l'acier, mais j'utilise aussi des aimants permanents qui sont constitués de bonnes terres rares très, très fortes. Je suis dépendant de l'Asie sur les terres rares avec des prix qui ont une volatilité qui n'a rien à voir avec le coût, mais qui est plutôt de la stratégie que les Chinois peuvent implanter. J'ai parlé de l'acier magnétique qui est un cas absolument fondamental. L'acier magnétique, il y a 400 000 tonnes de capacité de production en Europe. Moi, j'en utilise à peu près 40 000 tonnes. Donc je suis un des acteurs. Cette capacité, le marché a explosé, donc la décarbonation, la consommation d'acier magnétique en Europe a explosé, et il n'y a eu aucune augmentation de capacité d'acier magnétique en Europe dans les 5 dernières années. Et s'il y a un plan pour le faire, ça va prendre 4-5 ans avant que ça sorte. Même un peu plus que ça, oui, le temps de mettre les chaînes de production donc en marche. Aujourd'hui, il y a des concurrents qui ont pris la décision de ne pas implanter ces fabrications de produits qui sont dans la chaîne carbonée en Europe à cause de ça. Juste pour rebondir, parce que c'est super important, de revenir un peu à la base. On a perdu cette base en Europe. Et quand je parle de base, c'est la capacité d'extraction des métaux et autres choses. Là, la France vient de décider quand même de réinvestir pour faire rien que l'inventaire de ce qu'il y a dans notre sous-sol. Alléluia, quand même. Bon. Mais parce que c'était tabou encore il y a quelques années. Donc revenir à ces fondamentaux, les ingrédients de base. Ok. Nous, on investit dans une usine qui fait de l'usinage, du fraisage et autres, de base. Hein, mais avec des méthodes extrêmement sophistiquées, du numérique, de la robotisation poussée à l'extrême. Il faut qu'on nous aide à reconstituer ce tissu industriel de base, je répète, parce qu'après, on est capable d'assembler plein de chaînes de valeur avec tout plein de potentiel de sortie marché et autres. Laurent Cueny, peut-être pour avoir le mot de la fin, parce que là, ils viennent de vous donner votre cahier des charges. Donc, comment on fait pour, de base, avoir ce qu'il faut ? Déjà, compte tenu de ce qu'on est en train de faire, je me félicite qu'on parle de la matière, de la ressource, de l'industrie. On revient au cœur des choses qu'on avait sans doute un peu oubliées. Donc on reparle d'industrie et ça, c'est la plus grande chance qu'on peut donner à l'économie française pour pouvoir effectivement embrasser cette décarbonation. Ensuite, effectivement, il y a toute une série d'outils qui sont absolument fondamentaux, ces outils de planification qui concrétisent cette dynamique politique, mais ce ne sont que des moyens. L'industrie, ils veulent avoir confiance dans la trajectoire, mais ils veulent aussi des choses concrètes pour avoir conscience du volume et des critères d'appel d'offres qui vont leur permettre de se battre dans une compétition qui est internationale. L'idée, c'est pas de fermer la porte à l'étranger. Les panneaux chinois, d'abord, ils ont écrasé le marché, et d'autre part, si on fermait les frontières, on ne saurait pas faire face à l'enjeu solaire. Donc, il faut être aussi réaliste. Mais réaliste, ça ne veut pas dire être ambitieux, ne pas être ambitieux. Y compris dans le solaire, il y a des choses à faire, et d'ailleurs, il y a des gigafactories qui se montent en France. Mais par contre, il faut sortir de cette naïveté, et on a embrassé ce virage, et je m'en félicite en Europe. On a eu ce texte NZIA, on s'est battu pour l'avoir
avoir, et bien maintenant on le met en œuvre. Donc on est en train de définir, et c'est déjà actif dans les appels d'offres, le moyen d'utiliser à plein ce texte qui ne porte que sur 30% des critères. Mais malgré tout, voilà, c'est une évolution importante, mais ce sera très largement insuffisant. Il faut qu'on continue à permettre de rétablir les critères de compétitivité pour permettre à l'industrie, effectivement, de rester en France, de se développer, d'innover dans la technologie. Il y a quelque chose dont on ne parle pas suffisamment, c'est la création de richesse en Europe. Parce que on investit, si on investit uniquement pour que l'argent sorte d'Europe, à la fin, ça va continuer, ça va pas contribuer à ce qu'on puisse continuer à investir. C'est un marathon de la décarbonation. Si on veut gagner ce marathon, il faut non seulement investir massivement aujourd'hui, mais aussi réfléchir à cette création de richesse, cet investissement dans la technologie, dans l'innovation, parce que, in fine, c'est ça qui accélérera la décarbonation. Il faudra avoir accès à ces technologies, mais aussi, tout simplement, avoir accès au carnet de commandes. Aujourd'hui, approvisionner en câbles pour connecter les éoliennes en mer en 2032-2035, c'est très compliqué. Ça coûte très très cher. Donc il y a de la place pour accueillir de la fabrication de câbles en France. C'est exactement ce que RTE s'emploie à faire. C'est un exemple parmi d'autres, mais voilà, il y a de la création de richesse à faire. C'est un vrai projet de société et un vrai projet politique. Donc on attend effectivement que la sphère politique embrasse ces enjeux pour continuer à porter, parce qu'on en a besoin. Et puis nous, au niveau de l'administration, effectivement, d'essayer de voir sur la réglementation, le dialogue avec les entreprises, ce qu'on peut faire pour rendre crédible et concret ces engagements. Eh ben, merci beaucoup. On retiendra cette image du marathon que vous êtes tous en train de courir. Un grand merci à vous, Laurent Demortier. Merci à vous, Olivier Perret. Merci à vous, Yara Chaktoura. Et merci également à vous, Laurent Queny, d'avoir participé à cette table ronde. Bonne suite de conférences.